bonjour. Non, vous parliez donc des couverts végétaux ou alors de la paille. Les deux sont bien, il faut mettre les deux en même temps. Enfin, j'ai pas très bien compris la différence entre qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport à ces deux techniques. Le problème, si tu veux avoir un paillage, c'est que tu vas l'acheter dans un premier temps. Donc acheter la paille, allez, je te fais le pari que quand les céréaliers auront compris la même chose que toi, plus jamais tu trouveras de la paille. Voilà. Donc tu dois produire la paille dans ton champ. Donc ça s'appelle un couvert végétal. Donc le plus simple, c'est de commencer par la végétalisation. Et après, tu apprends à la gérer et tu feras de plus en plus de paille. Comment marche un couvert végétal? D'abord, j'ai peur, je fais un engrais vert, mais tu sais que tu fais une grosse bêtise. Donc, c'est pas grave. Tu sais faire pousser une plante que tu n'avais jamais cultivée auparavant. Deuxième étape, de mieux en mieux. Et puis après, tu vas te poser la question, est-ce que c'est vraiment utile de la faire pousser? Est-ce qu'elle ne peut pas pousser toute seule, l'herbe sauvage, naturelle? Et donc c'est comme ça que ça marche. Et à un moment donné, quand tu sais gérer ton couvert végétal et qu'il commence à faire de la paille, eh bien, tu te rendras compte que tu n'auras même plus besoin de le semer et que tu pourras travailler dans la naturalité, avec les herbes qui poussent, parce que tu as appris. Donc voilà, donc on démarre, tu peux mettre un petit peu de paille, mais ça coûte cher, il faut l'étaler, vous avez des vignes pas faciles, c'est peut-être plus facile de semer un truc. Et même si je travaille le sol pour semer, c'est pas si grave que ça, parce que c'est qu'un semis, c'est peu de travail du sol, c'est peu de destruction du système. Et donc on fait de mieux en mieux. À l'impossible, nul n'est tenu. Une autre question? Ah, Paul. Moi, j'avais une question. Vous avez montré un champ avec un gros couvert végétal. Je voulais savoir comment vous faites pour vous planter directement en semi-direct une fois la destruction, ou vous attendez que le couvert se décompose avant de planter le blé après Non, aujourd'hui, on est dans une phase où on sème directement dans le couvert végétal vivant. On les écrabouille devant et on sème derrière, ou alors on sème carrément dedans et on roule après. Le fait de semer dans le vivant, ça nous amène quelque chose qui était insoupçonné il y a encore 5-6 ans, c'est qu'en fait, on a une meilleure lutte biologique contre les ravageurs, parce que ta plante, elle va mettre du temps à mourir, celle que tu viens d'écraser, et donc elle nourrit encore très longtemps les taupins et les limaces. D'accord ? Donc le seul truc qu'il y a là, dans ces systèmes-là végétaux vraiment innovants, c'est que c'est la fertilisation qui est le pilier de la production. Comme tu minéralises plus d'humus et que tu n'as plus d'azote et de nitrate qui vient avec la minéralisation de l'humus, tu as un champ qui a 0 azote. Donc tu dois amener la totalité des besoins de la culture. Ça veut dire que si tu fais 100 quintaux de blé, ben, tu dois amener 300 unités d'azote. Ton cycle, il arrivera qu'au bout de 4, 5, 6 ans. D'accord ? Le rendu, si tu veux. Parce que la biologie, tu dois d'abord la construire. Pour qu'elle te donne quelque chose, il faut en avoir. Donc c'est un investissement financier au début, quand on lance le cycle, oui. C'est quand même un investissement financier en termes de ferti. Il y a deux investissements importants. Le couvert, la semence et le semis. Et le deuxième, c'est la fertilisation et notamment l'azote. C'est le truc qui n'était pas trop compris parce que l'ambiance générale du développement agricole, c'est que pour ne pas polluer, ça va pousser tout seul sans mettre de l'azote nulle part. Non, pour avoir l'azote biologique, je dois créer la première biomasse et cette biomasse, elle se fait artificiellement avec la fertile. On n'a pas meilleure solution pour aller vite, globalement. Donc il y a deux investissements fondamentaux dans les fermes, c'est la couverture et la fertilisation. Et en bio ou pas, ça reste pareil. Le problème de l'agriculture bio, je le découvre parce qu'on a beaucoup de demandes, parce que tout le monde s'est mis au travail, bio, pas bio, on est tous dans le même bateau. En fait, c'est le prix et la disponibilité d'un fertilisant organique efficace. C'est ça le vrai débat en agriculture biologique. Bonjour. Donc moi je viens de Bordeaux en fait, et donc mes parents sont viticulteurs. Et ça fait 8 ans qu'on est passé en travail intercep. Oui. Et en fait, donc au début on était un peu regardé de travers parce que on sortait des normes en fait, tout simplement. Et on s'est aperçu avec ça demande du travail et de l'investissement
Mais on ne voulait pas faire de semis pour pas dépenser, pour pas que cet investissement personnel coûte à l'exploitation. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'est un équilibre entre le couvert végétal au centre du rang et le travail intercept, parce que dès qu'on tombe, la plante va avoir, enfin, les adventices vont devoir puiser de l'eau pour repousser, et on ne pourra plus travailler sous le rang. Du coup, ça entraîne des salissures. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver, et je trouvais intéressant avec votre réflexion sur l'apport d'azote, parce que c'est vrai qu'au début, on avait une baisse d'azote dans les mous, avec des carences, on n'en apportait plus dans le ré. Et maintenant, ça fait 8 ans, et on commence à avoir un recul suffisant pour nous permettre de dire que, oui, ça y est, on devient autonome, la parcelle est autonome, et elle est rentrée dans un cycle où elle fonctionne très bien ainsi. Et donc je pense que c'est faisable sur toutes les exploitations. Il faut juste s'y consacrer entièrement, quoi. Il ne faut pas y aller à moitié. Alors je confirme, le problème que vont avoir tous les agriculteurs, en fait, c'est où est-ce que j'en suis quand je démarre une nouvelle pratique. Et le démarrage, tu dois l'accompagner. C'est-à-dire, tu le dis très bien, tu as baissé un petit peu ta productivité et puis ton contenu d'azote dans les mous, etc. Donc, à un moment donné, la fertilisation, c'est l'outil de calage. Alors, on sait que ça devient autonome pour la seule et simple raison, écoutez bien, 10 tonnes de paille qui reviennent au sol, alors 1 tonne, c'est 10 unités d'azote que vous captez. Dans une vigne, vous avez besoin de 50, 60 unités, je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. Eh bien, il vous faut l'équivalent de 6 tonnes de paille pour nourrir le sol, en fait. C'est ça. Alors, vous avez quand même les feuilles et les sarments qui comptent là-dedans. Donc, ça fait déjà peut-être 1 tonne, il faudrait vérifier. Et puis, le reste, on s'est dit, mais comment on fait? Mon couvert végétal, celui-là de Charente que vous avez vu, c'est un couvert végétal à base de protéagineux. Donc, c'est la févrole avec autre chose. Et cette févrole, c'est 30 unités d'azote pour 1 tonne de matière sèche qui va pousser sur le sol. Dans le sol, les nodosités, c'est 0. La nodosité, c'est une usine en flux tendu qui met dans les feuilles. Donc, le stock d'azote biologique produit par une nodosité est stocké dans le végétal au-dessus du sol. Une fois qu'on a compris ça et que ça marche partout, parce qu'on le vérifie, ça fonctionne comme ça, ce n'est pas la nodosité qui redonne, c'est bien d'écraser le végétal et de le remettre au sol qui restitue de l'azote. Et donc les premiers couverts végétaux sont plutôt à base de légumineuses parce que vous avez un baromètre de rendement. Cheville 1 tonne, genou 3 tonnes, ceinture 5 tonnes. Et quand vous avez 5 tonnes de févrole, je vous garantis que ça fait 150 unités d'azote, 1 tonne de légumineuses en fleurs, 30 unités d'azote disponibles pour le système sol. Et donc, vous pouvez démarrer le système avec en fait, une complexité du système végétal, graminées, légumineuses et autres. On a mis des trèfles de Micheli et autres. Les petites photos que vous aviez dans les cartouches, c'est ça. Et donc, là, c'était chez un agriculteur bio. Ce trèfle-là, il a fait progresser la vigne, je ne vous dis même pas. On a doublé le rendement par rapport à son vieux système. Mais il nous a fallu un petit peu de temps pour le redémarrer, parce qu'il me manque l'urée de synthèse pour aller plus vite, c'est tout. Mais je confirme tout à fait, l'histoire de sous le rang, ça restera un gros débat à venir, parce que est-ce qu'il faut le garder propre ou pas, l'intercept ou pas, le machin, le couvrir ou pas. À la limite, on pourrait militer pour le glyphosate, parce que c'est tellement simple et terminé. Je laisse salir, je désherbe et terminé, j'y touche plus. Et ce n'est pas du glyphosate 10 fois par an, c'est 1 fois bien faite. Et donc, on pourrait commencer à voir, et est-ce qu'il n'existe pas des plantes qui finalement, grâce à leur pH, etc., sont complémentaires sur le cavaillon par rapport à la vigne? Et la réponse probable, c'est oui, mais tu ne les connais pas. D'accord? Donc, ce travail va être fait dans les années qui viennent. Je ne suis pas très inquiet, mais il ne faut pas aller trop vite non plus. Donc, on a décidé de passer du plus facile, l'interrang, au plus difficile, sous le rang. Et quand vous faites un truc, faites-le quand même comme ça. C'est plus facile de réussir quelque chose de facile que quelque chose de compliqué où on ne comprend rien. Antonin. Bonjour, moi je voulais savoir votre recul par rapport en viticulture, les couverts végétaux, donc quelle période semer, si c'est plutôt avant vendange, plutôt après, et quelle période pour les rouler? Voilà. Donc le premier travail par rapport à ça, on s'est rendu compte qu'un viticulteur, il a peur d'une seule chose au printemps, c'est le gel. D'accord? Mort de peur.
Alors ça se comprend très bien parce que c'est quand même une étape cruciale dans la vie de la vigne. Donc on a fait en sorte que nos couverts végétaux soient destructibles avant cette phase de gelée qui arrive avec la lune rousse de Pâques et les scènes de glace. Hein. Reprenez vos calendriers des anciens et vous aurez la bonne météo. Hein. On est à peu près sûr qu'on colle là du gel. Hein. D'une façon ou d'une autre, il arrive. Et donc, il y a deux façons pour lutter contre le gel. Soit j'ai tout le monde au-dessus de la vigne, et la vigne est protégée par un tapis végétal. Ça veut dire, je rentre dans le champ et je ne vois pas la vigne. Donc là, tu n'es psychologiquement pas bien. Hein. Mais non, mais je le sais pour commencer à le faire. Donc, il faut voir comment ça te discute au téléphone quand même. Donc, tu commences pas par ça. Et donc, comme tu sais que pour avoir des végétaux en bon état, il faudrait plutôt qu'ils soient à la floraison, on a cherché des plantes qui arrivent en floraison avant cette phase de, on va dire, allez, fin avril, là. D'accord? Et donc, tu dois semer une plante avant ou après les vendanges, ça n'a pas beaucoup d'importance, tout dépend un petit peu de l'état du sol, mais en règle générale, on attend la pluie, surtout depuis quelques années où il fait très sec. Et donc, on sème de préférence après les vendanges aujourd'hui, à cause de la sécheresse. Parce que ce n'est pas la peine de semer si c'est trop sec. Quoi qu'il arrive, c'est quand même un problème. Et on cherche une plante qui soit en cycle complètement décalé par rapport à la végétation de la vigne. C'est-à-dire la plante de couverture a fini quand la vigne démarre. Donc tu as contre-cycle. Alors il y a des plantes extraordinaires, ça s'appelle le trèfle incarnat, le trèfle de Micheli, ça marche bien, mais la févrole marche bien aussi, la vesse pourrait assez bien fonctionner. Les céréales, c'est un petit peu plus mitigé parce que le seigle, à un moment donné, il va très vite, mais il est toujours un petit peu trop tard, et l'avoine encore plus tard. Mais ça se roule assez facilement parce que c'est des plantes qui sont grandes, d'accord? Donc voilà, on a commencé à enquêter sur toutes ces plantes qui poussent à contre-cycle réellement. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes absolument pas démunis malgré ce que l'on pourrait croire. Et puis finalement, on s'est dit, mais il y a une plante qui pourrait faire très très bien, c'est du colza, qui est super en fleurs au mois d'avril. Donc finalement, le colza, il fait de la paille à ce moment-là. Tiens, pourquoi pas du colza? Ou alors, est-ce qu'on n'aurait pas une variété de moutarde qui fait le job, et ainsi de suite? Et on aurait plus de paille avec ces plantes-là, si vous voulez. Plus de carbone, plus dur. Donc la réflexion est dynamique. Peut-être que Jérôme nous en parlera tout à l'heure. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc on essaye d'avoir une plante qu'on arrête avant le gel. Et ensuite, avec les roulages, tu peux entretenir et il nous reste le cavaillon à gérer. Oui, bonjour. Donc moi je voulais vous demander au niveau de vous préconiser d'enherber les vignes, mais avec les étés très très chauds qu'on a pu avoir, on peut constater dans les villages que quand on traverse au mois de juillet-août, on repère les vignes enherbées parce qu'elles deviennent jaunes, elles ont presque plus de feuilles. Donc on se pose la question, est-ce que c'est vraiment bien d'enherber? Parce que la moindre pluie, c'est l'herbe qui l'absorbe et on voit que la vigne, elle périclite un peu par rapport aux autres. C'est archi vrai, d'accord? C'est le premier problème que tu auras à résoudre. En fait, on s'est rendu compte que ces vignes, au début, elles sont sans concurrence, en gros. J'ai tout enlevé. C'est sol nu, j'ai travaillé le sol, etc. Et donc, tout ce qu'il y a dans le champ, c'est si ça ne lessive pas ou s'il n'y a pas d'érosion, c'est pour la vigne. OK? Donc, ta vigne, elle est sans concurrence. En règle générale, là-dedans, elle installe des systèmes racinaires assez superficiels. D'accord? Parce que ça minéralise en surface là où tu as travaillé, donc elle y envoie des racines. Et maintenant, quand tu vas la mettre en concurrence avec une plante, eh ben, c'est la plante qui se sert aussi dans le même endroit. Donc il y a concurrence au même endroit. Et la vigne n'a pas encore fait des racines pour passer plus en dessous. Donc ton système végétal, il n'est pas adapté à ta nouvelle conduite. Donc c'est normal que tu mettes les deux en concurrence. Donc le premier travail a consisté à détruire ce végétal en été. Alors, il y a une plante, j'enquête là-dessus, ça s'appelle un Reira italien Westerwald. C'est un Reira italien qui fait une seule coupe à floraison. Alors, le Reira italien, le monstre des paysans, non, là, ça pourrait être un super auxiliaire. Il a été sélectionné pour ne produire qu'une seule fois.
Et quand il a sa montaison à graines qui va se produire en avril, eh bien, plus jamais il ne repousse en été. Et donc là, la vigne, elle va bénéficier d'une protection du sol avec un paillage assez dur, parce que là, tu vas en avoir 5 cm réellement. Le temps que ça se dégrade, eh bien, tu protèges longtemps le sol. Et là, la vigne, elle a des éléments minéraux à disposition si tu les as apportés. Parce que le Reira, il a tout pompé en passant. Hein. Donc ça veut dire que ta fertilisation, elle est dans la biomasse qui n'est pas encore dégradée. Et c'est pour ça que la fertilisation, c'est le pivot de démarrage. C'est-à-dire, plus je mets du couvert, plus je fertilise. Et non pas l'inverse. Le temps que la machine se mette en route et te le redonne. Et là, tu le verras, ta vigne, elle ne jaunira plus. Donc là, tu peux lever le pied sur la fertilisation. Mais c'est la vigne qui te dit que ça va mieux. Ce n'est pas le technicien ou toi-même. Hein. C'est-à-dire que l'économie d'azote, c'était une économie mal faite. Ce n'est pas une économie, en fait, puisque c'est l'outil de production. Donc vous préconisez de faire du riz gras et qui, arrivé en été, ça sera mort, ça va mourir, oui. Et d'ajouter de l'azote alors. C'est ça. Donc quand tu as de l'urée, parce que tu as bien compris que les nitrates, ça les rend ta plante malade à cause de l'oxygène, donc tu vas fertiliser à l'urée au moment où tu détruis ton couvert. L'urée, ça a besoin de 2 mois pour minéraliser, ça se met au mois de mars dans le couvert, donc le couvert, il finit de pomper tout ça. Le 15-20 avril, tu le roules, tu as ton gros paillage et l'urée continue à minéraliser juste au moment où tu en as besoin. Donc tu as de l'azote à bloc, ta plante, elle va y aller. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand une racine récupère de l'urée, NH2, il lui faut 3 fois moins d'eau pour faire la synthèse des protéines que si elle absorbe des nitrates. OK ? Donc ça veut dire qu'elle va résister 3 fois mieux à une sécheresse potentielle. Et je voulais vous demander aussi ce que vous pensez si on ne veut pas enherber, si on met des paillages à base de miscanthus que l'on cultive nous-mêmes. Non, mais ça marche très bien. Ça marche aussi bien? Ah oui, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est le travail, en fait. Tu déplaces de la matière et ça, c'est relativement cher. Et si on le produit nous-mêmes? Oui, tu as déjà ce coût-là en moins, donc ça c'est très bien parce que le miscanthus il est autonome, tu peux enlever toute la paille sans jamais appauvrir le sol, hein. Ça c'est une vraie plante miraculeuse, et toi tu as le travail de la paille, mais ça peut être un choix tout à fait acceptable. Et donc il faudrait le renouveler tous les combien dans une vigne, le miscanthus? Ça tient combien de temps? Tu dois le mettre tous les ans par petites couches, c'est-à-dire 3-4 cm max. D'accord. Hein? Allez, 5 peut-être, je ne sais pas, mais tu t'arrêteras là. Hein. Et j'ai une question, moi, c'est par rapport aux écorces qu'on met dans les vignes. Alors, vous parlez du fait de déplacer la biomasse, mais sinon, l'effet que ça a, est-ce que c'est positif ou négatif? Alors, l'écorce, on va commencer à faire 2 écorces, d'accord ? Le bois raméal fragmenté, dont viennent toutes ces réflexions-là, ce sont principalement des feuillus et c'est des branches jeunes, 7 cm, ça veut dire que tu t'adresses à la partie aubier d'un arbre. C'est-à-dire tout l'aubier, même un arbre mature, c'est, on va dire, la partie vivante, riche en minéraux, etc., et qui n'est pas encore trop lignifiée, donc dégradation assez rapide. Donc là, on fait de la structure de sol, un petit peu de paillage et tout ça avec ce genre de produit. Mais les mauvaises herbes et les adventices, elles passent à travers. Hein. En fait, le bois, il est très favorable à l'enherbement. Il a un autre défaut, quand vous mettez une trop grosse couche, il garde l'humidité. Au début, il est sec, mais après, quand vous dégradez le bois avec des champignons, c'est des vraies éponges. Et donc là, vous faites un gros paillage hydromorphe qui va asphyxier le sol. Et la plante qui corrige ça, ça s'appelle un liseron. Alors là, t'es mal parce que vigne et liseron, j'en ai vu, ça fait pas bon ménage, mais chez les légumiers, c'est pareil. Donc quand ils ont mal géré leur paille et leur bois, on a des vraies surprises. Des forêts vierges de liseron, tu peux quasiment pas lutter si tu n'as pas de phyto, quoi. Et tu peux perdre une production avec ça.
Donc, on fait des couches plus faibles. Voilà, le feuillu, c'est pas mal, mais tu auras de l'enherbement. Donc, on cherche des rouleaux pour entretenir les paillages, tout simplement. Deuxième étape, tu as des écorces qui pourraient venir d'un autre produit qu'un feuillu, c'est-à-dire un résineux. Et tout le monde sait que les plantes, elles poussent super bien avec des écorces de résineux. Les massifs que vous avez partout, vous mettez des écorces de résineux, ben vous avez des beaux massifs. Donc, le résineux n'empêche pas de faire pousser les plantes. Que fait un résineux? En fait, cette écorce, c'est la partie la plus riche en résine, réellement. Et la résine, quand elle se dégrade biologiquement, elle fait des terpènes antigermes. Et donc, c'est un excellent désherbant. Et là, toujours pareil, tu n'as pas intérêt à trop désherber, parce que ce comportement des matières organiques à base d'écorce, il est un petit peu capricieux, c'est-à-dire il met du temps à se dégrader et ça minéralise d'un coup. Donc en fait, à un moment donné, 3, 4, 5 ans, ça pourrait marcher assez bien, ta vigne pourrait manquer d'azote et la 6e année en avoir beaucoup, beaucoup trop. Donc c'est des systèmes qui fonctionnent de façon un petit peu erratique, c'est pas facile à contrôler. Et donc, je trouve que c'est une technologie un petit peu compliquée à gérer quand tu as des résineux. Donc, on aime bien mélanger tout ça et des petites couches, et là, ça va déjà pas trop mal. Mais quoi qu'il arrive, je milite aujourd'hui pour avoir fait beaucoup de BRF, pour des petites couches 3-4 cm avec un entretien du paillage, c'est-à-dire on a fabriqué des rouleaux pour ça. Oui, j'ai une question sur les amendements organiques. Donc moi j'utilise des amendements depuis quelques années. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Le CSURN en moyenne c'est entre 15 et 20. Et je voulais avoir votre avis. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Beaucoup de choses et pas grand-chose. C'est-à-dire, toi, on se rend compte qu'un amendement organique, soit c'est un fumier frais ou type frais, c'est pendu tout de suite. Si tu le conserves, tu vas perdre la moitié de ta valeur par évaporation au bout du champ. Donc, un produit frais, on l'étale tout de suite. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, j'ai un produit sec. Donc, lui, il est stabilisé. Donc là, ça va, tu peux le conserver et tu dois l'épandre. Le problème, c'est que tu dois t'assurer de la bonne qualité de ton produit. Alors, j'ai eu des drôles de surprises. C'est une anecdote avec les fientes de poule et les composts qui venaient de Belgique et de Hollande à une époque. Dans nos sols vivants, on n'avait pas trop de biologie, pas trop de vie. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, c'est bizarre, ça patine, c'est pas normal. Jusqu'au moment où a éclaté le scandale du fipronil, et on s'était rendu compte que tous nos composts étaient traités au fipronil. Donc, en fait, on envoyait en même temps l'insecticide dans le sol. Donc, je te dis, ça ne fait pas bon ménage, hein, parce que toute la biologie du sol s'est apparentée au monde des insectes. Donc, les vers de terre, on a tout un petit peu abîmé. Et donc, ça s'est rétabli depuis, parce qu'ils nous ont enlevé le fipronil suite au scandale. Et donc, les produits organiques, ils ont tout un tas de tares qu'il faut vérifier. D'accord ? Ensuite, c'est sa richesse en azote, etc. Et pour finir, on s'est rendu compte que toutes les fumures organiques doivent être apportées à l'automne impérativement. D'accord ? Pourquoi? Parce que tu as une phase de biodégradation qui s'appelle « je mange un excrément » et derrière la biologie doit te produire du pipi-caca, c'est-à-dire de l'urine, de l'urée. D'accord? Et donc ça, c'est un métabolisme lent à l'automne-hiver et pour être prêt au printemps. Hein? Donc tu as tout intérêt à travailler avec quelque chose qui est assez riche en azote et que tu mets à l'automne avec minéralisation lente. Hein? Et tu auras il n'y a quasiment jamais de risque. Une dernière question. Bonjour, donc je regarde vos vidéos et vous aviez dit que l'orge avait une allélopathie de 3 mois par rapport au colza, alors que pourtant on sème bien au bout d'un mois les colzas après l'orge. Oui, parce que tu as appris à semer. En fait, on se rend compte que certaines pailles vont être allélopathiques, c'est-à-dire les paillages vont être antigermes réellement. Et cette allélopathie, en fait, elle se produit dès que la matière organique se dégrade. Et certaines matières organiques, comme la paille d'orge, beaucoup plus que la paille de maïs, est antigerme de façon violente. Donc on a commencé à suivre les paysans et on n'a jamais réussi un couvert végétal dans l'orge, etc. Tout était compliqué jusqu'au moment où on a compris que nos semoirs y mettaient la paille dans les sillons.
Donc en fait, on mettait l'allélopathie avec la graine, si vous voulez. Donc ça ne germe pas. Deuxième étape, on a commencé à dégager la paille, ça allait beaucoup mieux. Et puis en fait, aujourd'hui, normalement, si tu fais ça, tu sèmes du colza dans la paille d'orge avec un engrais starter. C'est ça que tu fais. Oui. Voilà. Bien. On voit bien que ça sert, les vidéos. Hein. Et donc cet engrais starter, il démarre très très vite ta plantule qui se sauve finalement de son allélopathie. Donc on écarte un petit peu la paille, on sème, on met un starter. Sinon, on a fait un truc très simple, on a semé le jour de la moisson avant que s'installe l'allélopathie, et ça marche aussi très bien. Donc voilà, les technologies aujourd'hui ont répondu, hein, mais le gars qui n'a pas cet engrais starter dans les pailles d'orge, on rame beaucoup, beaucoup plus que si on met les 15 unités d'azote nécessaires. Voilà. Bon, mais... S'il vous plaît, juste une dernière question, ici, oui. Au fond. Ok. Oui, donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences fondamentales que vous proposez par rapport à un itinéraire, voilà, je suis là, un itinéraire où on laisserait un couvert végétal s'implanter du mois de juillet jusqu'au printemps, et où on le détruirait effectivement avec des outils de travail du sol de façon superficielle, c'est-à-dire pas sur plus de 5 cm, de manière à pouvoir laisser la floraison bien se passer dans la vigne, et ensuite laisser la nature finalement reprendre le dessus au niveau d'un enherbement naturel. Je pense que c'est des options qui sont envisageables et intéressantes. Moi, je ne suis pas contre ce système-là. Si on a un bon enherbement naturel qui ne t'embête pas pour travailler, c'est à mon avis gérable. La seule chose où tu vas avoir un gros problème avec ton travail du sol au printemps, c'est le risque d'érosion en cas d'orage. Point. C'est le seul problème qui te reste à gérer. Voilà. Donc, on pense qu'on y reviendra aux enherbements naturels. Et en fait, le couvert végétal, qu'est-ce qu'il vous permet? Il vous permet d'apprendre des plantes et à comment les gérer de mieux en mieux. En fait, c'est ça qu'il permet. L'enherbement naturel, on s'est rendu compte qu'au début, quand vous avez de l'herbe qui pousse sur des systèmes qui ont été toujours abîmés, tondus, en fait, vous faites des greens de golf, tout simplement. Et vos greens de golf, ils ne poussent jamais en hauteur et la racine, en fait, elle monte. En fait, vous avez autant de systèmes racinaires que d'appareils végétaux sur le sol. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a de pire parce que c'est concurrentiel, ça et aucun gain puisque vous structurez rien et vous êtes concurrent. Donc l'enherbement naturel semble intéressant à condition de pouvoir vraiment le laisser s'exprimer. Donc ça appartient à la dernière phase de ton système. Et l'idéal, ce serait qu'au printemps, tu ne travailles pas. On le réduise en litière ou quelque chose pour éviter les risques d'érosion qu'il y aura, parce qu'il y aura fatalement un orage de 50 mm en l'espace d'une demi-heure en plein mois de mai quand il ne faudra pas. Et là, tu diras, mince, j'ai pas eu de chance. Non, il faudra aller jusqu'au bout de la démarche, si tu veux. Mais tout à fait d'accord pour le mener, parce que ça sera le moins cher de tout au final.